Le gardien du temple, extrait du chapitre 10. Il s'appelait Maxime. Élégant, raffiné, la moustache aiguisée pour toucher les cœurs, le gilet bien en vue, l'air aisé, il avait la mine et le teint ouverts sur le charme et la félicité. Au bout de quelques verres de vin clairet, de propos galants, de pommettes curieuses, son œil vif avait attiré Joséphine à tel point de tout oublier. Elle, pauvre fille un peu perdue et inexpérimentée en ces espaces de conquête, découvrait avec douceur dans les traits de cet homme sûr de lui une source d'éblouissement. Étrange impression qui édulcore parfois le poison, berce les cœurs de mélodies enjôleuses. Célibataire, elle eût sans doute éprouvé quelque méfiance, quelque réserve. Mais son couple et son enfant représentaient en son cœur, du moins le croyait-elle, une protection assurée. Elle était fidèle à son foyer, tout simplement, ne pensait pas un instant à tromper son époux. Comment expliquer la bonne fortune du bel âtre? Maxime Duparc était un margoulin de bonne envergure. Sa fortune semblait intarissable. L'argent coulait à flot de ses poches, telle une cascade de montagnes. Il avait l'aisance aurifère, le portefeuille épanoui sur ses désirs et envies. On eût dit qu'il dépensait chaque jour sa fortune comme s'il allait mourir le soir. Le geste souple, le coude agile à sortir sa bourse, il possédait à merveille cette décontraction dispendieuse qui draine derrière elle une multitude de suçons et de gens intéressés. Il était d'ailleurs souvent accompagné d'une troupe de serviteurs zélés, de picassiettes fouineurs, de dandys sans le sou, de comparses à l'air louche. C'était sans en avoir l'air un chef de bande, un fiefé coquin ayant pignon sur rue. N'était-il pas la réincarnation d'un roi de la cour des miracles sous la Régence? Son élégance aurait pu nous le faire croire, nous faire confondre de siècles et d'espace. En tous les cas, si la pauvre Joséphine, en acceptant ses avances et rendez-vous, avait pu voir sa compagnie de spadassins cumulant à eux tous plusieurs siècles de prison, assurément, elle aurait hésité à 2 fois avant de tomber sous le charme du bel élégant. Par un fait exprès, en un scénario bien monté par le démon, cet après-midi était l'une de ces rares promenades solitaires. Il est étrange parfois de voir les agneaux s'approcher des loups, les antilopes des fauves. On dirait qu'il y a dans certaines innocences non seulement l'inconscience du danger, mais parfois le goût du don de soi aux lois de la nature, aux exigences du grand tout. Il était séduisant, évidemment, et l'on comprend bien qu'une fille seule se soit dans l'instant éprise de ce don Juan en goguette. Toutefois, Joséphine était sérieuse, éprise de morale même, et ne s'était point donnée tout de suite. Cependant, de fil en aiguille, de rendez-vous secrets en cadeau, de rires en silence éloquent, était née entre ces 2 êtres une réelle attirance. Au départ, Joséphine n'était qu'amusée, lui coureur comme à son habitude. Mais il y avait en cette liaison improbable de ces pulsions bien cachées qui emprisonnent les cœurs, créent des ruptures avec le passé, fût-il immédiat. Maxime semblait tout droit sorti du fameux tableau de Watteau, Embarquement pour Cythère. Il y avait dans chacune de ses attitudes et expressions ce mélange de classe et de filouterie si plaisant aux yeux de la plupart des femmes. Son timbre de voix se glissait dans l'oreille de ses conquêtes et leur chantait une mélodie le plus souvent irrésistible. Il était bien tentant d'en écouter la musique, et Joséphine y succomba. Elle fut très vite torturée dans ses sentiments, bouillonnante de désir. Il ressemblait à cet être pauvre qui, n'en pouvant plus de se priver, envoie tout balader, satisfait toutes ses envies et contracte moult dettes ou commet un acte peu glorifiant. Lui, à l'opposé, fortuné, se vautrant avec allégresse avant de la rencontrer dans tous les plaisirs, avait été à son contact soudainement amoureux de la vertu et des sentiments exclusifs.